Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Domas, la nouvelle déléguée générale du Cercle français de l'eau. J'en profite pour vous donner quelques petits éléments justement sur le déroulement de cette web conférence. Donc nous allons commencer par une introduction par Thierry Burlot, qui est le président du CFE. Et puis, nous allons faire intervenir nos 4 conférenciers au fur et à mesure et d'un bloc pour pouvoir justement vous présenter ce Varenne agricole et les attentes qu'ils en ont. Donc ensuite, nous échangerons avec vous. Nous avons volontairement désactivé vos micros et vos vidéos pour laisser la priorité à nos intervenants. Mais tout au long de leurs interventions et tout au long de la conférence, vous pouvez poser vos questions vous voyez dans la barre d'outils Zoom un petit onglet Q&R, donc questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et vos réponses dans cet outil-là et vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une question qui sera posée, vous avez un petit pouce levé en bas à gauche de cette question. Vous pouvez voter pour la question qui la fera remonter en tête de liste et puis on prendra à partir de la tête de liste pour répondre à vos questions après les interventions de nos conférenciers. Donc j'espère que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. On a plus d'une centaine de personnes. Alors. Il y a déjà Bonjour, tout fonctionne de mon côté. On vous entend et on vous voit très bien. C'est une très bonne nouvelle. Je vous remercie beaucoup. Bon, on va peut-être commencer. Les autres participants arriveront au fur et à mesure. Donc, sans plus attendre, Thierry, président du Cercle français de l'eau, je te laisse la parole pour introduire cette conférence sur le Varenne agricole, de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux au nom du Cercle français sur l'eau de vous accueillir pour ce web séminaire. Et je veux tout de suite remercier nos intervenants, et notamment Jean Launay et Luc Servan, qui sont coprésidents du groupe de travail qui a été installé par les ministres de Normandie et Abba pour travailler sur ce Varenne de l'eau le 28 mai dernier. Donc, merci à eux. Merci aussi à Sébastien Treyer et à Amélie Pointit de venir nous apporter leurs éclairages sur ces questions. Moi, je voudrais vous dire simplement quelques mots au nom du Cercle français sur l'eau, qui, je vous le rappelle, regroupe des collectivités, des entreprises, des acteurs économiques, des acteurs associatifs autour des questions de l'eau. Et son objectif au Cercle français sur l'eau, c'est de contribuer aux réflexions sur ces sujets. Donc aujourd'hui, plus que jamais, à la suite des assises de l'eau, on voit bien que la question de l'eau, de l'agriculture, du partage de l'eau dans nos territoires va devenir une question essentielle au développement économique et à l'aménagement de nos activités. Et il est essentiel, je crois, de prendre en considération ces sujets par anticipation au risque d'arriver à des crispations, ce qu'on commence à vivre déjà dans certains territoires. Donc moi, je souhaite que notre Cercle français sur l'eau puisse contribuer très largement aux réflexions portées par le Varenne. Et en tout cas, je veux dire à Jean Launay et à Luc Servan qu'on sera évidemment à leur côté pour contribuer et apporter nos réflexions. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement. Je préfère laisser la parole à nos intervenants, car je sais que pour certains d'entre eux, ils ont des contraintes horaires, de manière à ce que le débat soit le plus ample possible. Donc merci et bon web séminaire à vous.
Merci Thierry. Rapidement, avant de donner la parole à nos intervenants, ce Varenne, je vous rappelle qu'il a l'ambition de réunir l'ensemble des parties prenantes, des acteurs de l'eau, ainsi que la communauté scientifique pour aborder et dépasser les points de divergence, construire une feuille de route opérationnelle qui allie souveraineté alimentaire et gestion pérenne des ressources. Donc, je vous rappelle que dans ce Varenne, en fait, ont été ciblées 3 thématiques pour construire ces solutions. Donc, une première thématique, je vous les lis, elles sont à l'écran, qui est de se doter d'outils d'anticipation et de protection de l'agriculture dans le cadre de la politique globale de gestion des aléas climatiques et qui se donne comme objectif d'améliorer les dispositifs de gestion de crise pour mieux anticiper et gérer les événements de sécheresse. Il y a aussi une thématique numéro 2, qui est donc de renforcer la résilience de l'agriculture dans une approche globale en agissant notamment sur les sols, les variétés, les pratiques culturales et d'élevage, les infrastructures agroécologiques et l'efficience de l'eau d'irrigation, avec comme objectif d'aboutir à des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et puis, il y a une troisième thématique qui va nous concerner davantage pour le webinaire d'aujourd'hui, qui est de partager une vision raisonnée des besoins et de l'accès aux ressources en eau mobilisables pour l'agriculture sur le long terme, en termes de réalisation, d'avancées et de perspectives, avec donc pour objectif d'identifier les orientations et les actions à mettre en place pour une mobilisation sécurisée des ressources en eau à long terme et construire une vision partagée pour mobiliser au mieux ces ressources. Donc, comme je vous le disais, nous avons invité 4 conférenciers pour venir discuter avec nous, principalement de la thématique numéro 3. Donc, sans plus attendre, je me tourne vers vous, monsieur Launay. Vous êtes président du Comité national de l'eau et vous êtes également coprésident des groupes de travail de la thématique numéro 3. Vous qui avez activement contribué aux Assises de l'eau de 2019, en quoi un Varenne agricole est-il nécessaire et vous, qu'attendez-vous de cet exercice ? Merci et bonjour à toutes et à tous. Thierry Burlot l'a dit dans son introduction et il a mentionné à la suite des Assises de l'eau que ce Varenne agricole, de l'eau agricole et du changement climatique intervenait à la suite des Assises de l'eau. Et vous venez d'y faire référence, effectivement, les Assises de l'eau qui se sont déroulées pour ce qui concerne le petit cycle dans le premier semestre 2018, mais aussi pour le grand cycle de l'eau au cours du premier semestre 2019 et sous l'autorité d'Emmanuel Wargon. Ces assises, dans cette deuxième phase, ont déjà posé le sujet du partage de l'eau, et dont Thierry a rappelé que c'était une question essentielle. L'économie d'eau, d'une part, le partage de l'eau, la protection de la ressource en eau et les solutions fondées sur la nature étaient les 4 thèmes de ces assises de l'eau. Et aujourd'hui, avec le Varenne de l'eau agricole, on poursuit la déclinaison de la question du partage et des économies. Je ne dissocie pas les deux sujets. Si tout le monde a conscience qu'on est dans une période de pression sur la ressource, l'enjeu est bien de trouver des réponses, quels que soient les usages, d'abord en économisant l'eau, en ayant moins de pression sur la ressource, et puis après d'organiser les meilleures conditions possibles du partage. C'est dans cette logique que je situe notre action. Je me réjouis de la mener sur cette thématique 3 avec Luc Servant. Nous nous connaissons bien puisque nous travaillons ensemble dans le cadre du Comité national de l'eau depuis plusieurs années. Et je sais l'implication qui est la sienne sur le sujet, puisque je veux rappeler le travail qu'il a mené avec Florence Denier-Pasquier de France Nature Environnement, sous l'autorité du préfet Biche, déjà mais nous y viendrons plus tard, sur les projets de territoire et de gestion de l'eau. Donc voilà, une suite logique, ce Varenne est une suite logique des événements passés sur l'eau, et pour ma part, je me réjouis que l'eau soit en haut de l'agenda politique, parce que c'est un sujet de plus en plus prégnant dont tout le monde prend conscience maintenant. Merci, Monsieur Launay. On continue justement, comme vous le disiez, vous êtes coprésident de cette thématique numéro 3 avec Monsieur Servant. Donc, en tant que coprésident, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions dans ces groupes de travail et puis la méthodologie qui sera appliquée pour aboutir à des solutions concrètes ? Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc,
La question est pour Luc ou pour moi? Pardon, j'ai mal compris. Elle est pour vous, Monsieur Launay. Pardon. Donc, avec Luc Servant et le concours d'un rapporteur membre, M. Haïfa Soro, qui est membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, nous avons établi 3 groupes de travail sur cette thématique 3. Le premier va, et je l'évoquais à l'instant, développer les outils pour accélérer les projets territoriaux de gestion des ressources en eau. Le deuxième va travailler sur les stratégies d'accès à l'eau pour l'agriculture par une meilleure mobilisation des gisements existants. Et le troisième pose la question des politiques d'aménagement du territoire pour répondre aux besoins des ressources et nous projette sur le long terme, pour le coup, à l'horizon 2050. Voilà les 3 sujets qui composent cette thématique 3. Nous sommes en train d'organiser dans la période actuelle les groupes de travail restreints, dits groupes de travail cœur, mais également la procédure de consultation de tous ceux qui ont manifesté un intérêt à participer au sujet, en ayant élaboré un questionnaire qui leur permet d'ores et déjà et d'entrée de donner leur point de vue sur cette thématique 3 et en le détaillant sur les 3 groupes de travail. Ça nous permettra d'avoir un début d'analyse, de contributions écrites et de procéder à l'analyse de ces contributions pour pouvoir ensuite, de façon très opérationnelle à la rentrée de septembre, mettre autour de la table ces groupes de travail restreints tels que nous sommes en train de les constituer. Mais qui dit groupe de travail restreint ne veut pas dire que le jeu est fermé. Les groupes de travail élargis seront aussi réunis et nous enregistrons de façon linéaire tous ceux qui souhaitent participer et qui seront associés aux procédures du groupe de travail élargi. Merci beaucoup, Monsieur Launay. Avant de vous passer la parole, Monsieur Servant, je précise juste aux participants que nous n'avons pas envisagé de vous laisser la parole. C'est pour ça qu'on a prévu le petit encart de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. On vous répondra après l'intervention de nos conférenciers. Merci à tous. Donc, Monsieur Servant, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et avec Monsieur Launay, donc comme ce qui a été dit, vous êtes également coprésident de la thématique numéro 3. Donc, vous qui avez été également rapporteur de la mission Biche en 2018, quelles sont vos attentes et quels sont les apports possibles de ce Varenne agricole, en complément en plus du plan France Relance qui est dédié à la transition agricole, à l'alimentation et à la forêt, qui a déjà été engagé? Oui, merci et bonjour à toutes et à tous. Et donc, effectivement, je suis assez ravi avec Jean Launay de pouvoir aborder ce sujet devant vous ce matin, puisque ce sujet de l'eau pour l'agriculture est primordial, hein, surtout dans le cadre du changement climatique que l'on est en train de vivre, et on le constate tous les jours, et en même temps par rapport à la place peut-être attendue de l'agriculture aujourd'hui. Le changement climatique, ça concerne donc très largement l'agriculture, parce qu'à la fois on le subit, on est peut-être une des premières activités à subir ce changement climatique avec la hausse des températures et une gestion de l'eau qui évolue, on le voit, hein, peut-être de plus en plus de crues, de plus en plus de sécheresse, les températures plus élevées. Donc à la fois on subit ce changement climatique et en même temps on a aussi notre rôle à jouer peut-être pour atténuer justement l'impact de ce changement. Vous l'avez dit, moi j'avais eu le plaisir aussi de participer à la mission du préfet Biche, hein, il y a 3 ans maintenant, qui était une demande aussi des ministères pour voir comment on pouvait, sur le terrain, faire en sorte que l'agriculture puisse avoir une certaine sécurisation vis-à-vis de l'eau, de la gestion de l'eau dans le cadre de ce changement. Donc, cette mission Biche avait abouti à un rapport qui avait fait des propositions déjà de projets de territoire, hein, sur le terrain, d'aborder la gestion de l'eau vraiment sur le territoire, et puis surtout avec l'aspect du multi-usage qui commençait à apparaître.
en disant qu'il ne fallait pas peut-être aborder la question de l'eau uniquement sous l'angle agricole, mais bien prendre en compte l'ensemble des usages. Et ça, je crois que c'est un constat aussi que je fais, moi, peut-être depuis quelques années. On considérait encore il y a quelques années que finalement, pour répondre peut-être à l'ensemble des besoins de l'eau, il suffisait de réduire les prélèvements en agriculture et on fixait des objectifs d'étiage, des volumes prélevables. Et donc, si on adaptait les prélèvements de l'agriculture, finalement, on pouvait atteindre les objectifs et on avait peut-être plus de difficultés sur la gestion de l'eau. Et je crois que tout le monde fait le constat que finalement, avec ce changement climatique, justement, que les sécheresses sont de plus en plus fortes, les températures montent et que la question de l'eau, ce n'est pas uniquement agricole, c'est bien pour l'ensemble des besoins et des usages. Et donc, ce Varenne vient ensuite logique, moi je dirais, de l'ensemble des autres événements qu'il y avait eu. Avec le rapport Beach, il y a eu les assises de l'eau, ça a été dit, Jean en a expliqué le contenu, qui justement prenait la question de l'eau de manière très large. Il y a eu une instruction en 2019, instruction des deux ministères, là aussi, à la fois écologie et agriculture, pour engager la réflexion des projets de territoire sur le terrain. Mais ce qu'on voit aussi, et enfin, la question qui était encore soulevée par le monde agricole, c'est de dire qu'il manquait peut-être quelques éléments pour aller jusqu'au bout vraiment de la démarche sur la gestion de l'eau et la prise en compte de l'agriculture, qui est un acteur très fort dans la question de l'eau, parce qu'à la fois l'agriculture est complètement dépendante de la pluviométrie, de la disponibilité en eau et subit les excès, et en même temps d'assurer une certaine sécurisation par rapport à l'irrigation qui couvre aussi des larges pans, on va dire, de l'agriculture, avec un enjeu de plus en plus fort. Et donc, on l'avait dit à plusieurs reprises qu'il manquait comme un élément pour aller vraiment jusqu'au bout des actions et mettre en œuvre sur le terrain des actions, et que l'agriculture, dans le cadre de ce changement climatique, devait aussi prendre la question de manière beaucoup plus large. Il y a la question de l'irrigation, certes, mais la question de l'adaptation au changement climatique est quand même beaucoup plus large. Et donc, la proposition qui a été faite par les deux ministres, à la fois de la transition écologique et de l'agriculture, de mettre en place ces varennes agricoles de l'eau et du changement climatique était pour nous une réponse importante. Et moi, je suis très, très fier et très heureux d'y participer aux côtés d'autres collègues dans les autres groupes, avec donc 3 thèmes qui ont été abordés. Alors, vous parliez du plan de relance qui a été effectivement une politique pour accompagner l'agriculture dans la transition et dans le changement climatique, dans la transition écologique. Le plan de relance, c'est une partie, alors c'est pour accompagner dans l'investissement, et l'agriculture a besoin de faire des investissements, et dans les exploitations agricoles, on le voit. Mais il est aussi nécessaire et indispensable d'avoir une vision plus large et sur une action plus longue pour adapter l'ensemble de l'agriculture à ce changement climatique. Et donc, les 3 thèmes du Varenne de l'eau vont tout à fait dans ce sens-là. Le premier thème, qui est peut-être un peu l'urgence pour aller très vite, c'est effectivement la question des assurances voilà, sur les outils de protection de l'agriculture et la gestion des aléas climatiques, puisqu'on se rend compte que les aléas sont de plus en plus violents, on va dire, pour l'agriculture. C'est les sécheresses, c'est les crues, c'est le gel tardif, c'est les fortes températures. Et donc, les outils qui existent actuellement ne correspondent plus justement aux attentes. Et donc, il y a un groupe spécifique qui travaille là-dessus. Et là, qu'il va devoir aller assez vite, puisqu'il faut que les résultats rentrent dans le cadre de la discussion de la PAC, de la politique agricole commune, qui a lieu en ce moment. Le groupe 2, lui, a une vision effectivement aussi plus large pour accompagner l'ensemble de l'agriculture et la rendre plus résiliente justement à ce changement climatique. Et donc là, c'est une approche beaucoup plus transversale qui est mise en place, et ce que l'on souhaitait nous aussi au niveau du monde agricole, voir comment on peut adapter les modes de production agricole en étant accompagné par la technique, l'innovation, la recherche, et trouver peut-être des nouvelles techniques, des nouveaux modes de production, adapter les variétés, voir sur le travail du sol, la place des infrastructures, donc une approche très transversale, et aussi travailler avec les filières, puisqu'il faut qu'on ait en face des marchés et des filières qui répondent justement à nos attentes et qui peuvent accompagner l'agriculture. Très souvent, on le dit, il faudrait diversifier nos productions, il faut avoir des rotations plus longues, faire entrer peut-être d'autres cultures plus résilientes, sauf que si on n'a pas de filière en place, ou si on a une concurrence des marchés mondiaux beaucoup plus forte, eh bien, on ne pourra pas y arriver. D'où justement ce thème qui à la fois aborde l'aspect transversal dans les exploitations agricoles et l'approche des filières. Et enfin, donc, le troisième thème qui nous concerne très, très directement peut-être ce matin, et sur lequel on travaille donc avec Jean Lenné du Comité national de l'eau
et puis Hugues Fassero, donc, qui est le rapporteur de ce thème. Là, c'est de travailler sur la ressource en eau et voir comment sécuriser cette ressource pour qu'on puisse justement aussi emmener l'agriculture dans cette adaptation au changement climatique. Et là, il y a aussi une forte attente du monde agricole. Alors, on a parlé des assises, on a parlé de l'instruction, qui parle de projets de territoire, mais on voit qu'on avait encore quelques difficultés peut-être à mettre ça en œuvre sur le terrain. Des PTGE qui sont lancés dans les territoires, certains se passent bien, mais pour d'autres, il y a quelques difficultés peut-être à pouvoir avancer, parce qu'on n'a pas toujours bien défini le cadre, bien défini le processus, bien défini les acteurs. Et donc, il y a une attente justement pour pouvoir sécuriser un peu tout ça. Donc ça, c'est le premier thème, le groupe 1, hein, sur la sécurisation et l'accélération de la mise en œuvre des projets de territoire. Donc ça, de forte attente du monde agricole. Sur le thème 2, c'est peut-être avoir une gestion beaucoup plus large de la ressource en eau et de parler des gisements existants, puisqu'il y a donc l'eau disponible par prélèvement dans le milieu, mais on voit que beaucoup de territoires, il va falloir réduire ces prélèvements en gestion d'étiage parce que l'impact est fort. De voir ce qui peut être disponible justement pour l'agriculture. Alors, il y a certes l'économie, mais sur laquelle l'agriculture est déjà engagée depuis quand même assez longtemps, puisque je le rappelle, hein, depuis 20 ans, l'agriculture a réduit ses prélèvements en moyenne de 30%, et sur certains bassins, c'est plus que ça. Mais voir où est-ce qu'on peut trouver d'autres gisements, la réutilisation des eaux usées, des gisements qui sont existants peut-être et disponibles dans des stockages qui ne seraient pas utilisés. Il y a beaucoup d'étangs, de lacs, on le sait, hein, peut-être, donc voir là-dessus. Et puis voir s'il est possible de faire du stockage d'eau d'hiver quand l'eau est beaucoup plus disponible, ou de transfert aussi de l'eau de bassins qui en ont plus. Et puis je crois que c'était aussi une demande du ministre de l'Agriculture, qui l'a clairement exprimé le jour du lancement, fin mai, c'est de dire qu'il fallait qu'on gère quand même sur un cycle plus long toute la question de l'eau. Il y a des crues de plus en plus fortes et violentes et qui peuvent arriver maintenant c'est pas les crues, c'est pas que l'hiver, on le voit, ça peut être à tout moment de l'année, avec des pluviométries très fortes. Et puis, aussitôt une période de crue, on peut avoir 2 ou 3 mois sans pluie, sans une goutte d'eau. Donc, gérer peut-être de manière globale, justement, un cycle. Est-ce qu'on peut essayer de stocker un peu d'eau quand il y a des crues, ce qui pourrait d'ailleurs limiter l'impact des crues, et de réutiliser cette eau plus tard quand on est en sécheresse. Donc là, je crois qu'il y a vraiment aussi possibilité de travailler là-dessus. Et le dernier thème sur le groupe 3, hein, sur la politique d'aménagement. Donc là, ce qui est demandé par les ministères, c'est de travailler à plus long terme, puisqu'elle en parle jusqu'en 2050. C'est justement de voir quelle politique on peut mettre en place à moyen et long terme d'aménagement du territoire par rapport aux besoins en eau, qui ne sont pas uniquement agricoles, là aussi, mais besoins du milieu, besoins en eau potable, besoins pour d'autres activités. Et donc là, c'est prendre un peu de temps, un peu de recul, avec une échéance qui sera peut-être un peu plus lointaine, hein, dans le travail du Varenne. Mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de travail à faire, avec une certaine urgence, parce on voit bien quand même qu'il faut qu'on puisse avancer, mais une volonté, en tout cas, partagée, je crois, par tout le monde, de pouvoir travailler là-dessus et s'y investir. Alors justement, Monsieur Servan, vous nous décriviez les groupes de travail. Les groupes de travail restreints, comme disait Monsieur Launay tout à l'heure, donc les groupes de travail cœur ont été construits. Pouvez-vous nous dire comment ils ont été construits et selon quel calendrier? Alors, la demande qui était faite, hein, de toute façon, dans le cadre des Varennes de l'eau, c'est aussi de travailler avec un nombre d'acteurs le plus large possible, de laisser la porte ouverte à tout le monde, et Jean l'a dit, hein, dans la composition. Donc, ce qu'on a vu, nous, au sein du thème 3, on a mis en place 3 groupes de travail sur chaque sujet, en le faisant un peu en temps. Il y a un groupe de travail qu'on appelle le groupe de travail cœur, là, qui représente un peu les acteurs vraiment au plus près du sujet, et donc qui va être composé alors à la fois des représentants de l'État, évidemment, des 2 ministères, des agences de l'eau pour toute la question de l'eau, de la recherche, INRAE, de la partie agricole, donc avec des représentants de l'agriculture, des représentants de l'environnement aussi, par des associations ou des organismes qui travaillent sur ce sujet. Les collectivités, évidemment, c'est primordial, l'ensemble des collectivités qui seront présentes dans ce groupe, et puis quelques autres acteurs qui peuvent être aussi experts ou en charge de ce dossier. Mais là, c'est un groupe de travail limité à environ une trentaine de personnes, parce qu'on veut que ce soit aussi l'instance qui prenne la plume, on va dire, à un moment donné, peut-être, et puis d'avoir un cercle restreint. Mais par contre, pour être justement entendre tout le monde et écouter tout le monde, il y a le groupe de travail élargi, alors là, comme l'a dit Jean, là, qui est ouvert à tout le monde
tous ceux qui veulent apporter peut-être à ce côté-là une contribution et qui seront d'ailleurs invités à un moment donné, a priori au mois de septembre, pour s'exprimer, pour être entendus. Là, par contre, une ouverture beaucoup plus large et donc on sera à l'écoute de tous. Et dans les échéances, hein, il y a un premier appel à contribution pour le groupe de travail cœur qui va être fait, qui est en train d'ailleurs de se faire très vite, mais aussitôt après, dans les jours qui viennent, au courant juillet, donc il y aura un appel à l'ensemble des acteurs qui feront partie de ce groupe élargi, qui veulent apporter une contribution et donc qui pourront faire remonter leurs propositions. Et après un lancement, on va dire, un peu plus officiel qui aura lieu dès les premiers jours de septembre, sinon je crois même le premier jour de septembre de cette M3, très vite derrière, il y aura justement des réunions avec à la fois le groupe cœur, à la fois le groupe élargi, pour pouvoir partager là, les propositions, les contributions et commencer peut-être justement à écrire quelques propositions. Donc ça, c'est la demande qui est faite pour qu'on puisse arriver à quelque chose d'assez concis, d'assez concret d'ici la fin de l'année, puisque c'est la demande des deux ministères, qu'on ait en quelque sorte une boîte à outils un peu à proposer ou des actions précises à proposer d'ici la fin de l'année. Mais tout ça, évidemment, en le partageant entre nous tous. Et puis après, il y aura un deuxième temps aussi qui va être un peu en parallèle hein, sur l'échange entre les thèmes, ce qui peut être fait parce que on évoque là, les trois thèmes un peu en silo. Mais l'idée est clairement qu'on puisse échanger entre nos trois thèmes, puisqu'il y a quand même des liens assez forts et assez étroits entre le 2 et le 3, par exemple. Quand on parle de la ressource en eau, de l'adaptation de la ressource en eau, on voit bien que c'est à la fois le thème 2, comment accompagner le monde agricole dans cette adaptation, et à la fois le thème 3, par rapport à quelle disponibilité en ressources, quelles économies il faut faire, comment il faut aménager le territoire. Donc, on se donnera un peu ce temps d'échange. Donc ça, on ne l'a pas encore complètement défini et écrit, peut-être comment on va le faire. Mais dès que les premiers travaux vont se faire dans les groupes, il faudra qu'on puisse échanger. Parce que derrière, quand on voit une vision à plus long terme sur l'aménagement du territoire, c'est aussi la question des filières, on l'a dit, hein, la mise en place des filières économiques pour trouver des débouchés, si on va aller vers des nouvelles productions, vers des nouvelles cultures. Donc voilà, il y a tout ce travail à faire. Mais en tout cas, la demande claire qui est faite, c'est que d'ici la fin de l'année, on ait vraiment des actions à proposer, des boîtes à outils qui seraient mises en œuvre pour répondre justement à la fois aux demandes du ministère, mais aussi de l'ensemble des acteurs de l'eau, je crois, qui sont en attente de ce genre d'éléments. Merci beaucoup, Monsieur Servan. Nous accueillons maintenant Monsieur Sébastien Treyer. Vous êtes ingénieur eaux et forêts, vous êtes directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Monsieur Treyer, vous qui êtes spécialiste des questions de gestion de la rareté de l'eau, selon vous, quels peuvent être les leviers de ce Varenne en termes d'innovation technique, financière, mais également socio-économique ? Merci beaucoup et merci pour cette invitation. En fait, je pense que je vais redire des choses qui ont déjà un peu été dites par M. Servan et M. Launay, mais je vais essayer de mettre l'accent sur un certain nombre de points qui me paraissent extrêmement importants pour voir quelles sont les solutions dont on parle. La première chose qui me semble importante de dire, quand on a travaillé au conseil scientifique de l'Agence de l'eau Seine-Normandie dans les années 2010-2015 sur les questions d'adaptation, on a vraiment rejoint l'idée qu'il y avait un certain nombre de principes clés en matière de gestion de l'eau, qui était d'éviter la maladaptation, c'est-à-dire de se mettre dans une logique de solution sans regret, donc de pouvoir anticiper à long terme quel pouvait être le changement climatique et d'éviter la maladaptation, de prendre en compte le rôle des écosystèmes. Et M. Launay a insisté sur la question des solutions fondées sur la nature et de la ressource en eau comme une partie de l'écosystème. Et puis de penser à la fois les transformations nécessaires de nos secteurs économiques en matière d'adaptation, d'atténuation du changement climatique, de biodiversité, et que tout ça était que ces multiples objectifs devaient guider la même logique de transformation. Et donc, je trouve que cette thématique 3 qui cherche en fait à donner de la prévisibilité au secteur agricole sur ce qui va se passer en matière de partage de l'eau me semble extrêmement bien vue pour pouvoir réfléchir les transitions dans les territoires avec l'ensemble de ces objectifs à long terme. Un autre enseignement que je retiens des travaux qui ont été extrêmement novateurs en matière de gestion de la rareté de l'eau en Méditerranée, notamment Méditerranée du Sud, avec le plan bleu dans les années 2000, c'était de vraiment prioriser la gestion de la demande en eau sur la gestion par l'offre. Ça a été déjà dit précédemment, je vais essayer de redire un petit peu avec mes mots
pour vérifier qu'on est d'accord aussi. Je ne cherche pas absolument à montrer du débat avec M. Servan, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont convergentes et qui ont bien avancé. Avant d'aller chercher de nouveaux gisements, la meilleure manière de gérer l'eau, c'est d'essayer de faire des économies d'eau. M. Launay l'a dit, pardon, M. Servan l'a dit. Il y a un certain nombre de choses qui sont… Il y a plusieurs niveaux de ce que c'est que l'économie d'eau. En Méditerranée, on a beaucoup réfléchi à la question de l'efficience d'usage de l'eau, c'est-à-dire d'avoir plus par exemple, plus de rendement par quantité, par goutte d'eau utilisée. Mais il y a eu aussi l'idée de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir en termes de meilleure valorisation de l'eau, donc more crop per drop, mais aussi more value per drop, c'était les mots-clés, excusez mon anglais. Et avec donc en mettant en évidence le besoin de réfléchir au partage de l'eau qui soit le plus efficace en termes économiques, ou alors la valorisation de l'eau qui soit le plus efficace au sein d'un même usage. Et puis un dernier point important, c'est de se dire qu'il faut réduire la dépendance à l'eau dans tous les usages. Réduire la dépendance à l'eau, c'est un point extrêmement important, et je me permets de mettre tous ces mots-là, efficience, réduire la dépendance, pour montrer qu'il y a des degrés à chaque fois de radicalité ou d'exigence en matière d'économie d'eau qui sont derrière le mot économie d'eau. Il y a plusieurs degrés qui sont importants. Maintenant, ce que montre bien ce groupe 3 du Varenne, c'est que réduire la dépendance à l'eau dans tous les usages, ça suppose une approche territoriale où on va réfléchir ensemble aux questions de transition. Et quand je dis réfléchir ensemble aux questions de transition, ça met évidemment au cœur la question des bassins de production agricole, à mon avis, dans cette réflexion, mais ça parle aussi du lien entre les projets territoriaux pour l'agriculture et les projets territoriaux, évidemment, des espaces urbains qui vont être extrêmement importants en matière d'artificialisation, en matière d'usage de l'eau également. Donc, si je me tourne maintenant vers les questions d'innovation, je pense que c'est important de se dire que on doit parler d'innovation technique, mais aussi d'innovation paysage. Il me semble extrêmement important de voir que un des gisements importants de gestion de la ressource en eau, c'est l'eau qu'on retient mieux dans le paysage, dans l'écosystème et dans le paysage agricole. Donc, les innovations systèmes de recomplexification des assolements dont a parlé M. Servan, des rotations, mais aussi des associations culturelles, et puis l'ensemble du paysage, incluant aussi les espaces artificialisés. Tout ça, ça suppose une approche collective, une approche territoriale qui me paraît extrêmement importante. Et donc là, je trouve que c'est extrêmement important de se dire non seulement qu'il faut réfléchir à l'échelle de groupes d'agriculteurs et pas uniquement de gestion des économies d'eau à l'échelle d'un agriculteur individuel, mais aussi de réfléchir à la dimension territoriale sur comment est-ce qu'un groupe d'agriculteurs peut travailler mieux avec les autres acteurs économiques du territoire dans sa logique de recomplexifier le paysage agricole. Et puis, l'autre point sur lequel on travaille à l'IDRI, qui est la question de la transition, une transition du secteur agricole qui soit compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de biodiversité, de résilience et d'adaptation, et aussi qui soit source de compétitivité. Elle passe beaucoup par la question de la rediversification. Et j'insiste là-dessus, M. Servan l'a déjà dit, c'est à la fois ce qui est reconnu comme un point relativement consensuel, je crois, dans l'objectif, par exemple, de la stratégie nationale bas carbone pour qu'elle soit à la fois bonne pour la biodiversité, le stockage du carbone et l'adaptation. Mais c'est un exercice de rediversification qui est extrêmement compliqué par rapport à des tendances des bassins de production agricole qui sont des tendances à la spécialisation dont on comprend la logique économique qui vient de l'aval. Et donc, rediversifier, c'est extrêmement compliqué. Ça suppose des approches filières de construire les nouveaux marchés qui sont à l'aval. Et il me semble que là, ça ouvre des questions de solutions et d'innovation qui ne sont pas uniquement techniques ou agronomiques ou à l'échelle des paysages, mais qui sont de créer des accords de filières pour ouvrir de nouveaux marchés, des nouveaux business models. On parle beaucoup de bioéconomie et je pense qu'une bioéconomie bien ancrée dans ces territoires, une bioéconomie qui comprend la question du partage de l'eau, ça serait une manière aussi de réfléchir à l'avenir de nos territoires ruraux pour bien ancrer des questions d'emploi dans nos territoires en lien avec la capacité de charge de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. Et donc là, on a besoin d'une approche territoriale pour ça qui soit à l'échelle non seulement des filières agricoles, mais qui soit aussi en lien avec les autres acteurs de la bioéconomie. On peut penser aussi au fait que les acteurs de la bioénergie sont très intéressés par la biomasse agricole. Il ne faut pas qu'ils tirent trop sur la corde vu tout ce qu'on veut demander à la biomasse agricole, mais on pourrait se dire on a besoin d'associer un ensemble d'acteurs du territoire autour de ces projets de transition qui vont permettre de donner un peu de visibilité au partage de l'eau dans les territoires. Et donc, mes deux derniers points, c'est de dire que on a évidemment besoin aussi d'innovation en termes financiers
à la fois sur la question des investissements. Là aussi, je pense que M. Servan en a parlé. Je voudrais juste donner un peu, mettre un accent là-dessus. Les investissements dont on a besoin ne sont pas forcément des investissements d'intensification, mais des investissements pour la diversification. Et je me souviens qu'à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, une des manières d'associer les acteurs de l'eau à la trajectoire de transition agricole, c'était de se dire peut-être que l'Agence de l'eau devrait aider à financer des silos là où les coopératives ne voient pas encore pourquoi elles devraient investir dans un nouveau silo. Mais il ne suffit pas d'avoir le silo, il faut aussi avoir le marché derrière ça. Et donc, il y a toute une réflexion sur la manière dont les acteurs de l'eau, les services d'eau, on pense à Haute-Paris qui a passé des accords avec un certain nombre d'agriculteurs dans l'Est parisien, mais aussi les agences de l'eau, peuvent être une des contributions aux investissements de transition qui sont nécessaires pour l'agriculture. Et vous voyez que je cherche à décadrer de la seule question de l'investissement pour les ouvrages de gestion quantitative aux investissements pour la transition. Et mon dernier point, c'est que je dirais la même chose pour les mécanismes assurantiels. Il est absolument essentiel que les agriculteurs aient leurs mécanismes assurantiels dédiés pour la gestion des catastrophes, mais il me semble aussi qu'il faudrait raisonner la question des mécanismes assurantiels par rapport à la variabilité de la ressource en eau dans une logique de transition. Comment est-ce que les mécanismes assurantiels peuvent être pensés pour appuyer la transition vers cette réduction de la dépendance à l'eau de l'ensemble des usages et en particulier des usages agricoles. Voilà ce que je voulais dire pour essayer de brosser un panorama. Vous voyez que j'essaye de décadrer, mais c'est à dessein et si ça permet d'ouvrir un petit peu le débat, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Treyer. Justement, en parlant de projet d'aménagement, vous me donnez une transition pour accueillir Madame Quantic. Donc, Madame Quantic, vous êtes sous-directrice de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques au ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors, justement, ce Varenne a également pour ambition de capitaliser sur les travaux existants. On pense évidemment à la mise en place des projets de territoire pour la gestion de l'eau, donc les fameux PTGE, et sur la parution le 23 juin dernier d'un décret sur la gestion quantitative de la ressource en eau et sur la gestion des situations de crise liées à la sécheresse. Donc, selon vous, quelle plus-value ce Varenne pourrait-il apporter à l'actuelle politique de l'eau dans le secteur agricole, notamment en termes de gestion quantitative, justement? Bonjour, merci de l'invitation. Pour répondre à votre question, je crois que ça a été dit par Jean Launay, il y a un important travail qui a été fait au moment des assises de l'eau pour identifier les enjeux de l'adaptation de la politique de l'eau au changement climatique. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu du fait que le changement climatique aura des conséquences importantes sur la politique agricole, d'une part sur l'accès à l'eau et sur la manière dont nous devons concevoir des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, qui seront résilients à la fois aux questions de sécheresse, mais aussi aux excès d'eau. Et c'est pourquoi le Varenne de l'eau représente un chantier qui est important pour le ministère de l'Agriculture et pour le ministère de l'Écologie, puisqu'il va permettre de continuer à travailler sur ces questions qui sont des questions d'une grande complexité et qui nécessitent la mobilisation d'un nombre très important d'acteurs. Donc, vous l'avez dit, pour autant, la question n'est pas nouvelle. Il y a déjà des travaux qui étaient en place depuis de longues années. Alors, sur deux chantiers que vous identifiez, le premier volet qui est celui de la sécurisation réglementaire des autorisations. Je voulais peut-être rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, l'eau pour l'agriculture, c'est à peu près 2,8 milliards de mètres cubes dont le prélèvement est autorisé par an, dont 1 milliard va concerner des territoires en déséquilibre, c'est-à-dire des territoires où la pression de prélèvement par rapport à la ressource est importante et où, pour répondre au mieux à cette situation, se sont structurés des organismes de gestion pour l'irrigation. On a à peu près une cinquantaine d'organismes uniques qui sont bénéficiaires d'autorisations uniques de prélèvement qui ont été mis en place suite à la loi sur l'eau de 2006
Et il y a un enjeu partagé pour l'ensemble des partenaires à ce qu'on puisse délivrer aux irrigants des autorisations qui soient pérennes dans le temps et qui donnent de la visibilité. Après, bien évidemment, avoir conduit toute la procédure administrative et notamment évaluer l'impact de ces autorisations sur les milieux aquatiques. Et donc, force de 10 ans d'expérience sur cette structuration, il y a plusieurs rapports d'inspection qui ont été conduits, dont celui qu'évoquait Luc Servant avec le préfet Biche, qui a montré qu'on pouvait aller un peu plus loin dans l'encadrement de ces autorisations, et c'est l'objectif du décret que vous évoquez. Alors, ce décret, c'est le fruit d'un travail important. On l'a concerté depuis plus d'1 an dans le cadre du Conseil national de l'eau, avec l'ensemble des parties prenantes mobilisées. Et aujourd'hui, il s'agit d'avoir un cadre qui permettra demain de délivrer des autorisations uniques de prélèvement, notamment sur les territoires où le déséquilibre reste important, dans des conditions sereines. Cela étant, l'autorisation unique de prélèvement, elle acte du volume autorisé, mais pour qu'elle puisse être moindre impact, il faut souvent l'accompagner d'un projet de territoire qui va notamment traduire des économies d'eau à l'étillage, soit par des transformations du modèle agricole en place, soit par la substitution entre ces prélèvements à l'étillage par des prélèvements hivernaux. Et c'est là que l'on a besoin, pour construire ces projets, d'avoir une démarche concertée qui est celle des projets de territoire pour la gestion de l'eau. Alors, ces projets de territoire pour la gestion de l'eau, ils sont importants en nombre. On a plus d'une centaine qui aujourd'hui est initiée sur le territoire. Rien que sur le bassin RMC, où il y avait l'historique de cette contractualisation autour d'un projet, on a plus de 60 projets qui ont été validés par l'Agence de l'eau au cours de ces dernières années. Depuis 2015, les projets validés ont conduit à plus de 200 millions d'investissements sur les territoires pour aller sécuriser l'accès à l'eau. Alors, à des fins agricoles, mais pas que, ça a été dit, la question de l'eau est multi-usage et en fonction des enjeux sur les territoires, la question agricole n'est pas la seule concernée par ces projets. Donc, dans le cadre des assises de l'eau, l'ensemble des partenaires avaient souhaité vraiment qu'on puisse renforcer le cadre de ces PTGE, et c'est ce que la circulaire de 2019 fait, et qu'on puisse en accélérer la mise en œuvre. Alors, Luc Servant l'a dit, pour autant, il y a des territoires sur lesquels aujourd'hui les choses avancent trop lentement pour qu'on puisse répondre aux besoins d'aujourd'hui et encore plus se préparer à répondre à ceux de demain. C'est pourquoi le gouvernement a lancé une task force d'appui qui mobilise des ingénieurs généraux du CGEDD et du CGAER qui viennent appuyer une quinzaine de territoires qui sont à des stades de maturité différents pour essayer vraiment de passer des étapes et d'accélérer vers la réalisation concrète d'actions, puisque on a un enjeu à définir, partager un cadre d'intervention, mais l'objectif final, c'est bien d'avoir des actions concrètes, de construire des projets. Et donc là, on a besoin de lever des verrous qui sont ceux de la concertation, qui sont ceux de la maîtrise d'ouvrage, qui sont ceux du financement, qui sont ceux du partage des objectifs. Voilà, je ne vais pas les citer. Mais donc, pour répondre à votre question de qu'est-ce que le Varenne, donc il va consacrer un GT dans le cadre de la thématique pilotée par Jean Launay et Luc Servant à cette question-là, il viendra faire le constat de ce qui a été fait jusqu'à présent et travailler, proposer des pistes pour qu'on aille encore plus rapidement à des solutions sur les territoires. Donc voilà pour la partie autorisation unique de prélèvement, donc cadre administratif, et puis accélération, accompagnement des PTGE. Ces deux actions ont été dans les conclusions des assises de l'eau. Donc, on est bien là dans la continuité de ce qui a été initié en 2019. Merci, Madame Quantic. Maintenant que nous avons
présenter les principaux axes de ce Varenne agricole avec vous quatre et puis les informations globales qui concernent la thématique numéro 3. Je vous propose de commencer nos échanges avec les participants. Nous avons quelques questions. Donc, la première, justement, c'est par rapport au PTGE, Madame Quantique. Donc, Madame Lebeau de la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence nous dit que les thématiques pour le premier groupe de travail reprennent quasiment totalement les résultats attendus de la mission interministérielle sur les PTGE actuellement en cours. Quel est l'objectif et la méthode de travail? Est-ce que c'est de se saisir des conclusions de la mission pour préparer la suite et la mise en œuvre des recommandations? Écoutez, oui, effectivement, je le disais, donc la mission d'appui travaille aujourd'hui, parcourt les territoires et échange avec l'ensemble des acteurs de terrain. Et effectivement, elle échangera dans le cadre du GT, elle viendra enrichir les travaux pour qu'on puisse aboutir à une véritable boîte à outils. Je crois que Jean Launay ou Luc Servan l'a cité. Je ne sais pas si l'un des deux coprésidents veut compléter mon intervention. Oui, je veux bien. On ne part pas de rien dans cette affaire. Les assises de l'eau de 2019, dans leur deuxième phase, ont déjà mis sur la table le vocabulaire, et derrière le vocabulaire, il y a des actions, des PTGE. Amélie Quantique vient de le dire en donnant le chiffre des PTGE engagés dans le bassin Rhône-Méditerranée. Il y en a aussi pas mal dans le bassin Adour-Garonne. Mais quand on regarde la carte de France des projets engagés, ils sont inégalement répartis. Et il n'y en a pas partout sur le territoire. Et pourtant, l'impact du changement climatique et la pression sur la ressource, il est constatable partout. Donc, je crois que ce processus du Varenne de l'eau agricole et du changement climatique, il aura aussi pour but de regarder, en lien avec les territoires, et M. Treyer l'a bien dit, de regarder partout où on peut faire émerger cette dynamique. L'eau est le marqueur du dérèglement climatique, par ses excès ou par ses manques. Moi, je le redis souvent lors de mes interventions publiques. Et on voit bien, en particulier dans une instance qui dépend maintenant pleinement du Comité national de l'eau, qui s'appelle le Comité d'anticipation et de suivi hydrologique. Je tiens beaucoup à ce mot anticipation. On doit se situer en perspective. Et si l'eau doit être partagée, c'est partout sur le territoire. Donc, le processus du Varenne, il va faire, j'espère qu'il va pouvoir faire émerger des solutions là où les territoires en ont également besoin. Quand on superpose les cartes des spécialistes de l'hydrologie, quand on superpose les cartes du BRGM, quand on superpose les cartes de Météo France, quand on y ajoute les données de l'Office français de la biodiversité, les données transmises par Voies navigables de France ou EDF, l'analyse des nappes profondes et des aquifères profonds, on voit bien se dessiner les endroits en France où il va y avoir des tensions sur la ressource. Et il me semble, moi j'aborde ce Varenne de l'eau agricole et du changement climatique avec toujours cette idée de superposition des cartes et de l'analyse des données. On voit bien que dans les endroits qui sont soumis ou qui risquent d'être soumis à la pression, évidemment aujourd'hui avec cette année particulièrement pluvieuse encore pour l'instant et un été qui n'a pas vraiment démarré, ça ne paraît pas évident. Et pourtant, dans une tendance de moyen terme et de long terme, les endroits où il y a de la pression ne sont pas forcément les endroits où se dessinent des actions. Donc, je crois que c'est ce travail de mise en commun des données, d'analyse territoire par territoire que ce Varenne va pouvoir générer. Oui, Luc Servan, peut-être aussi pour apporter un complément. C'est vrai que par rapport à la mise en place des PTGE, ce qu'on voit avec un peu d'expérience ou de retour maintenant, c'est que alors, ces projets de territoire sont mis en place dans les territoires
en tension, ou qu'ils sont de plus en plus. Et soit on peut aboutir finalement à un objectif de réduction des prélèvements plus fort pour l'agriculture. Et donc là se pose la question de la suite, enfin, de l'accompagnement plutôt de l'agriculture par rapport à peut-être à des nouvelles filières, des nouveaux marchés ou la résilience des exploitations ou des dispositifs d'assurance. Et là, c'est des questions pour lesquelles on n'a pas toujours les réponses, d'où justement les attentes vis-à-vis du Varenne et du thème 1 et du thème 2. Ou alors, on peut arriver à l'objectif ou à des actions de stockage, de transfert et de stockage de l'eau, de substitution vers des prélèvements divers. Et là, quand même, avec beaucoup de difficultés, on le voit sur beaucoup de territoires, il y a quand même des difficultés, des recours, beaucoup de projets qui sont annulés. Et donc là, la nécessité pour nous de sécuriser justement ces projets. Alors, ça peut être les sécuriser en ayant un projet peut-être mieux accepté, mieux défini, mieux retravaillé, qui prenne en compte l'ensemble des attentes et des besoins. Mais on voit quand même qu'il y a des difficultés là-dessus. Et donc, les PTGE, certains aboutissent, ça a été dit, quand il y a peut-être des solutions assez faciles à trouver, mais d'autres, les PTGE plus ambitieux, ont quand même des difficultés, d'où la nécessité de sécuriser à la fois le PTGE et sécuriser derrière les actions qui peuvent en découler. Et donc ça, c'est nos attentes. Alors, il y a la mission sur le terrain, justement, qui a pour objectif de montrer un peu les difficultés. Mais nous, l'aspect sécurisation à la fois juridique ou des projets est quand même pour nous assez importante. Et il y a aussi des nouveaux territoires qui arrivent du fait justement du changement climatique, on le voit, qui n'avaient pas vraiment de difficultés vis-à-vis de l'eau jusque-là, et on voit bien que c'est de plus en plus en tension pour l'ensemble des besoins. Donc je crois que mieux définir ce qu'est un PTGE, mieux définir comment on le travaille, on l'écrit, on le réfléchit, et derrière sécuriser les actions. Le décret est une première avancée, une bonne avancée, hein, le décret qui est sorti le 23 juin, mais on voit qu'il y a quand même sans doute encore quelques points à approfondir. Alors justement, on reste sur les PTGE. On va prendre une question de M. Marc Lefebvre. Peut-être que M. Trier pourra commencer à y répondre avant vos réactions à M. Launay, M. Servan et puis à Mme Quantic. M. Lefebvre nous dit que des projets vertueux d'irrigation agricole permettant d'améliorer globalement la gestion quantitative sont en cours d'accompagnement par des structures de bassins GEMAPI sur des bassins situés sur des masses d'eau en état moins que bon. Dans le cadre du plan de relance, ils ne sont pas finançables et donc découragent les acteurs qui se sont lancés dans un PTGE pour retrouver in fine un état bon des masses d'eau. Donc sa question est comment permettre le financement des ouvrages de stockage dans le cadre de PTGE sur des masses d'eau en état moins que bon. Monsieur Treillard, je ne sais pas si avant de nous quitter, vous souhaitez commencer à répondre avant de laisser peut-être d'autres intervenants réagir. Merci beaucoup, c'est gentil de me donner la parole et j'ai vraiment toutes mes excuses de devoir filer un peu à l'anglaise. Désolé pour les Anglais. Je veux bien essayer de répondre à la question de M. Lefebvre, mais j'avoue que c'est difficile de répondre de manière détaillée sans connaître les terrains dont il est fait état. Moi, ce qui me semble important dans des bassins versants sur des masses d'eau où l'état est moins que bon, c'est que la directive 4 nous demande d'aller chercher le bon état. Et donc, j'aurais tendance à dire, cherchons vraiment des solutions territoriales qui permettent d'atteindre le bon état écologique, parce que le bon état écologique de nos masses d'eau, c'est la meilleure garantie d'être dans une logique de résilience. Et donc, je ne sais pas, moi, expliquer pourquoi ces financements d'ouvrages de stockage ne sont pas faits, mais j'aurais tendance à dire que dans une logique de masse d'eau, de territoire où les masses d'eau sont dans un état moins que bon, il ne me semble pas évident que l'ouvrage de stockage soit la solution. Mais excusez-moi parce que c'est un petit peu abstrait tel que je le lis là. Moi, je vois plutôt une incohérence potentielle entre développer des ouvrages de stockage quand on devra au contraire chercher d'abord le bon état écologique de la masse d'eau, parce que c'est un bon état écologique et quand même un bon indicateur de la résilience. Je me permets de lier cette question que pose M. Lefebvre. Je n'y réponds pas par les questions des instruments financiers, parce que là, je ne vois pas bien. Je pense qu'il y a peut-être plutôt une question de se mettre d'accord politiquement sur la cohérence des projets qui sont là, et de rebondir sur ce que disait M. Servan sur la sécurisation juridique des projets. Il me semble que des projets d'ouvrage de stockage ne peuvent être sécurisés juridiquement que s'il y a une forme d'accord politique suffisant sur quel est le projet de long terme qu'on poursuit dans ce territoire et dans quelle mesure le projet de la filière agricole qui justifie cet ouvrage de stockage
correspond à un projet du territoire qui soit cohérent à la fois d'un point de vue des objectifs économiques et écologiques du territoire. Et il me semble qu'avant de chercher une sécurisation juridique, c'est cette sécurisation politique qui est en lieu, qui est extrêmement importante, en se disant, est-ce qu'on est capable de construire ensemble un projet cohérent à la fois de transformation de nos filières agricoles. Et on sait que les agriculteurs sont soumis à des injonctions de transformation qui sont extrêmement difficiles pour eux. Et dans beaucoup de territoires, la viabilité économique même d'un certain nombre des filières est en jeu déjà pour des raisons simplement de compétitivité économique. Donc, s'il s'agit de reconstruire un projet agricole pour une filière agricole, à ce moment-là, autant essayer de le faire d'une logique, d'une manière qui soit cohérente avec un projet pour le territoire et cohérente avec la capacité de charge des écosystèmes aquatiques. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la question de Thierry Ruf. On voit bien que négocier un projet de territoire de gestion de l'eau, c'est une question extrêmement politique au sens des rapports de pouvoir qui vont pouvoir se jouer dans les territoires. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse sécuriser juridiquement un projet d'ouvrage sans s'assurer qu'on ait les conditions d'une négociation politique sereine à l'échelle de l'ensemble du territoire et qu'on ait mis sur la table l'ensemble des questions qui doivent se poser si on se projette à 2050. Ça pose beaucoup de questions j'allais dire, de capacité à se projeter ensemble dans un futur commun avec des méthodes de prospective qui existent et qui sont pratiquées par certaines personnes dans les territoires, mais en même temps aussi de se dire comment est-ce qu'on construit ça de telle manière que, comme le dit Thierry Ruf, la ressource en eau ne soit pas accaparée par les plus puissants. Comment est-ce qu'on a des mécanismes de négociation politique qui permettent de rééquilibrer un petit peu la voie au chapitre pour construire ces projets de territoire. Donc, je m'excuse, je mets plutôt l'accent sur une difficulté et un défi politique plutôt que sur une solution, mais on a aujourd'hui quand même un certain nombre d'experts qui ont diagnostiqué comment est-ce qu'on pourrait mener des négociations territoriales qui donnent la voix à tous et qui soient en plus bien pensées d'un point de vue des objectifs à long terme, qui sont à la fois de transformation écologique et de compétitivité économique. Merci, monsieur Treyer. Je vois qu'il est 10h27. On va vous souhaiter une très belle journée. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup de nous avoir. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Est-ce que quelqu'un veut réagir à l'analyse de monsieur Treyer? Oui, Luc. Oui, vas-y, Jean. Je répondrai après. Ouais. Luc. Alors, je voulais juste insister sur l'indispensable articulation des objectifs, ceux qui ont été définis lors des assises de l'eau, les économies d'eau, le partage de l'eau, mais aussi la protection de la ressource et la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, c'est le début de la feuille de route. Et aucun des objectifs ne doit dominer sur l'autre. Je crois que c'est l'articulation de ces 4 objectifs qu'il nous faut poursuivre dans le cadre de ce Varenne. Ce que je veux rajouter par rapport au point que j'évoquais précédemment sur la mise en place des PTGE, en disant qu'il y avait une absence de couverture totale du territoire. Pourtant, là où il y a des endroits où il y aura des manques d'eau constatés, c'est que probablement on n'a pas non plus sur les territoires l'organisation suffisante d'une maîtrise d'ouvrage volontariste sur le sujet. Et là, moi, c'est un appel, j'ai été élu local et élu national, c'est aussi un appel aux présidents de syndicats d'eau, aux intercommunalités, aux syndicats mixtes existants pour qu'ils se structurent beaucoup plus qu'ils ne le sont encore aujourd'hui pour pouvoir porter la maîtrise d'ouvrage de différentes opérations. Je crois que quand un syndicat d'eau, au-delà du petit cycle, s'empare de la volonté de traiter des milieux aquatiques, de les respecter, il fait un pas aussi vers la réflexion globale du territoire et l'appropriation des territoires sur ce sujet du partage de la ressource. Donc, je pense aussi que ce processus, qui est un processus qui va poser une méthode globale, qui attend des résultats de court terme, il se situe aussi sur le long terme. Hein. N'oublions pas que notre groupe de travail, le 3e groupe de travail que j'ai évoqué au début sur la thématique 3,
porte l'horizon 2050. Donc, on est à la fois sur de la conciliation d'objectifs et sur la cohérence des objectifs de court terme avec un objectif global de long terme. Donc, une réflexion politique profonde qui va pouvoir dégager des actions de court terme, mais en se fixant le temps long. La transformation de l'agriculture, elle se décrétera pas. Elle se fera, elle ne pourra se faire qu'avec la participation évidemment des acteurs agricoles au premier chef, mais de façon progressive, en s'appuyant sur l'innovation, sur le développement d'une irrigation plus éco-efficiente. Et il existe des outils pour ce faire. Ils seront traités, je l'espère, et entendus et développés à travers la thématique 2. C'est pour ça que Luc a eu raison d'insister sur le fait qu'on aurait aussi, dans le cadre du processus du Varenne, des liens entre la thématique 2 et la thématique 3 pour justement articuler, faire émerger ces projets, ces techniques d'irrigation plus efficientes avec les territoires. Et donc, ces outils qui existent et qui doivent être mis à disposition, portés à connaissance pour être développés et nous faire avancer collectivement dans une gestion plus économe de la ressource, dans un partage plus efficace, parce que n'oublions pas, il y a l'abreuvement animal, c'est aussi une partie de l'agriculture, et aussi l'alimentation en eau potable. On a bien vu, pour les humains, on a bien vu que la tension sur la ressource mettait d'abord en danger ce premier besoin qui est l'accès à l'eau des populations elles-mêmes. Et c'est un devoir des élus, et j'en appelle pour terminer encore à leur mobilisation sur ce sujet de l'eau, sur les territoires, pour la prendre dans cette multiplicité d'approches, pas seulement de petits cycles, mais de grands cycles et de conviction que c'est un sujet prégnant au niveau national, international et planétaire. Oui, et donc Luc Servan, là, pour apporter un complément. J'ai bien entendu effectivement ce que disait Monsieur Treillère, qu'il faut que le projet soit porté par l'ensemble des acteurs, le porté politique. Et je crois que justement, c'est l'objectif du projet du PTGE, du projet de territoire, savoir ce qu'on veut faire dans le territoire, qu'est l'agriculture et pour qui en fait. Et on voit bien qu'il y a quand même aussi l'agriculture, elle prélève de l'eau, mais elle ne prélève pas de l'eau, c'est pas la fin en soi de prélever de l'eau, c'est bien derrière pour ramener, alors certes, de l'économie sur le territoire, c'est une chose, mais aussi il y a la question quand même de la souveraineté alimentaire, et on voit que, on le dit souvent, hein, on apporte quand même de plus en plus de fruits et légumes, et on importe finalement de l'eau qu'on appelle virtuelle au travers de ces productions importées, de plus en plus de pays qui en ont moins que nous. Quand on parle de diversité des cultures, de la question de la protéine qu'on apporte aussi, derrière, c'est quand même très souvent une question de ressources en eau. Et donc, il faut voir quelle eau on dispose sur le territoire, à quel moment, où est-ce qu'on peut aller en chercher de manière sécurisée, si c'est plus du stockage ou du prélèvement en hiver, pour derrière avoir ce projet de territoire à la fois économique, mais aussi de paysage, de diversité. Et un lien fort, ça on l'a entendu, entre la quantité et la qualité. C'est-à-dire que le type d'agriculture ou le mode d'agriculture qu'on va avoir sur le territoire doit aussi assurer la qualité de l'eau. Et justement, la qualité, on dit que c'est souvent la rotation, la diversité des cultures, les couverts permanents. Et tout ça est lié finalement. Donc, je crois qu'il faut vraiment porter ce projet de manière globale, qu'il soit porté politiquement. Et je rejoins absolument ce que dit Jean Launay à ce sujet, qu'il faut que les collectivités, les acteurs locaux s'impliquent dans ces projets pour les porter et justement qu'ils soient partagés politiquement. Mais derrière, à nous, agriculture, de dire pour quel projet agricole, pour quelle filière, pour quels objectifs, pour qu'on puisse vraiment aboutir à quelque chose. Merci messieurs. Monsieur Servan, je vous garde la parole pour répondre à une question de monsieur Claude Miqueux qui nous dit que le ministère de l'Agriculture a la chance d'avoir un réseau de lycées agricoles publics et privés et de maisons familiales. Lors de l'installation du Varenne, ce réseau n'a pas été jugé prioritaire pour décliner sur les territoires une sensibilisation de la génération qui, nous l'espérons, ne sera pas découragée pour s'installer dans nos territoires agricoles. Peut-on espérer une évolution de la position de ce ministère ?
Alors, ce n'est pas moi qui vais trancher sur la position du ministère. Par contre, j'ai vu effectivement la question qu'il y avait sur la formation et sur les lycées agricoles de Claude Miqueux, que je salue. Effectivement, il faut qu'on implique les jeunes. Et c'est vrai que nous, il y a 2 semaines, on a fait un webinaire au niveau de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture sur l'eau. Et on a invité justement des lycées agricoles ou des écoles d'agriculture ou d'agronomie. Et donc, on voit bien qu'il y a un intérêt des jeunes aussi sur ce sujet. Et d'ailleurs, ça peut être dans certains secteurs aussi donner de la visibilité au projet d'installation si la question de l'eau est réglée, on va dire, entre guillemets, en tout cas, s'il y a une réponse apportée. Et donc, bon, pour ce qui est de la participation au Varenne de l'eau, hein, là aussi, on a les groupes élargis où c'est ouvert à tout le monde. Si des jeunes ou des lycées veulent apporter leur contribution, même si on arrive dans une période où ça va être plus compliqué, mais à l'automne, pourquoi pas. Mais je crois qu'on peut lier les deux, hein, il n'y a pas de problème pour qu'on puisse entendre la position des jeunes, qu'on sûrement des propositions à faire là-dessus. Et après, je laisserai le ministère prendre sa position à ce sujet. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de difficulté aujourd'hui pour inclure les plus jeunes dans la discussion. Merci, Monsieur Servan. Madame Quantic, une question de Monsieur Legube pour vous, qui nous dit que certains comités scientifiques de bassin s'inquiètent de plusieurs approches du Varenne qui sont jugées orthogonales aux préconisations des SDAGE. Il n'a pas forcément d'avis personnel sur cette question, mais il aimerait un éclaircissement. Merci pour la question. J'ai envie de dire le Varenne est en train de se construire et commence. Alors, les ministres en introduction ont fixé un cap et un calendrier, une méthode de travail qui a été rappelée. Moi, j'ai toute confiance dans la qualité des travaux qui vont être conduits et qui répondront aux attentes et aux besoins à la fois de la filière agricole, mais aussi des territoires et de l'ensemble des usagers de l'eau. Jean Launay l'a dit, la question du partage est bien évidemment une question essentielle. Donc, à ce stade, on n'a pas d'inquiétude, on est sur un chantier qui s'inscrit pleinement dans la déclinaison à la fois des assises de l'eau d'une part, et sans nier tout le travail qui a été conduit par les comités de bassin, qui sont tous dotés d'un plan d'adaptation au changement climatique, qui se sont tous posé la question de l'évolution de la ressource en eau et de ses conséquences sur les territoires, notamment là où, et sur les filières agricoles, là où l'eau agricole est un enjeu important. Donc, on est bien dans la continuité, me semble-t-il. Et Luc Servan a insisté là-dessus, et je pense que c'est très important. Le Varenne c'est bien 3 thématiques. On a un peu plus insisté sur la 3e thématique aujourd'hui, mais il y a toute une thématique relative au territoire et aux filières qui complète cette question de l'accès à l'eau, et c'est donc une vision très, très transversale qui sera portée, et les comités de bassin pouvant bien évidemment participer et enrichir et déployer aussi à leur niveau des actions sur cette thématique-là. Donc, j'espère avoir été rassurante sur ce point. Merci beaucoup, Madame Quantic. On a une autre question. Alors, attendez, je regarde. J'ai là une question de Madame Sarah Fernandez qui nous demande: est-ce que l'un des critères de cohérence de projets de filière agricole qui serait fondé sur la construction d'ouvrages réside aussi dans la prise en compte du niveau d'émissions de gaz à effet de serre de ces filières? Qui souhaiterait répondre à cette question? Écoutez, Luc Servan, je peux peut-être apporter une réponse. Enfin, sur la question des gaz à effet de serre, où je crois que c'est une question peut-être plus large sur la question du carbone. Aujourd'hui, on voit que c'est aussi une attente du monde agricole ou de l'agriculture, et qu'on a absolument un rôle à jouer sur la captation ou le restockage du carbone. Et donc, il faut le prendre en compte sûrement dans nos projets. Et aujourd'hui, si on parle de vision à long terme et de solutions sans regret, on doit aussi intégrer justement la question du carbone et du rôle de l'agriculture dans l'atténuation au changement climatique, sur les filières à mettre en place, sur les échanges qu'il peut y avoir, sur la souveraineté alimentaire, enfin beaucoup de
beaucoup de critères, je pense, mais ça fait partie, à mon avis, c'est un des éléments du projet de territoire aussi. Merci, monsieur Servan. Nous avons une question de... alors, attendez que je sois... je ne l'ai plus, je ne la trouve plus. Je ne la trouve plus. De monsieur ou madame Kulessa qui nous dit que créer un PTGE nécessite de prendre en compte tous les usages, les différentes ressources possibles et les milieux. Quelles institutions ont la compétence et les capacités de porter de telles démarches efficacement et légitimement? Je veux bien reprendre la main sur cette question. Quand j'évoquais tout à l'heure la nécessité du portage politique et l'appel à la structuration de la maîtrise d'ouvrage, c'est précisément pour avoir des lieux de débat autour de ce sujet et de l'émergence des PTGE. On a constaté que les projets qui existaient pouvaient être quelquefois fragilisés juridiquement, attaqués, d'autres qui aboutissent. Je crois que la mission Biche a permis d'élaborer une méthode de concertation en amont, c'est-à-dire qu'on ne met pas au débat un projet tel qu'il a pu être construit par les gens directement intéressés, mais on le met au débat en constatant d'abord, en étant d'accord sur le constat qu'il y a problème et qu'il y a besoin de trouver des solutions. C'est ça l'apport fondamental de la mission Biche. C'est une co-construction du projet à partir d'un constat et d'un constat partagé. Ensuite, il faut que le projet ait un père ou une mère porteuse. Et ça ne peut être, c'est souvent, de mon point de vue, par l'implication des collectivités territoriales, leur prise en compte non seulement du petit cycle de l'eau, mais également des sujets du grand cycle de l'état des milieux aquatiques, la prise en compte de la GEMAPI, tous ces éléments juridiques d'implication des collectivités territoriales sur le processus de l'eau faciliteront la mise en place de PTGE avec méthode. Donc, voilà, en tout cas, c'est le point de vue que je défends. Et quand ces maîtrises d'ouvrage existeront sur le territoire, il sera plus facile d'organiser un débat élargi avec tous ceux qui feront état de leurs besoins, de la hiérarchisation des usages. Je le dis et je le répète, on a besoin d'abord de satisfaire le besoin d'alimentation en eau potable, de l'abreuvement agricole. Les sécheresses répétées des années passées nous montrent que c'est les premiers besoins à satisfaire. Et dans la mise à disposition des volumes disponibles. Mais la construction de projets de long terme, elle ne peut se faire que sur les territoires et avec une maîtrise d'ouvrage engagée. Merci, monsieur Launay. On a une question de monsieur Perrier de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, si jamais je ne me trompe pas, sur le 07. On parle de bon état de masse d'eau, mais sur quelle période de l'année? Le stockage doit permettre de mobiliser la ressource dans ces périodes d'abondance, il y en a, de manière à ne pas affecter l'état de la masse d'eau en période de sensibilité. Comment allier gestion des excès d'eau, inondations et GEMAPI avec le stockage hivernal? Ne pourrait-on pas lancer des actions d'aménagement alliant agriculture et collectivité sur cette gestion convergente? Qui souhaite prendre la parole en premier? Peut-être pour rebondir sur ce qui est dit sur la GEMAPI, hein, qui est la compétence gestion des milieux aquatiques et inondations, qui est une compétence assez récente des collectivités territoriales. On a effectivement aujourd'hui, on constate une structuration des collectivités pour porter ces enjeux. Moi, je suis convaincue que c'est fondamental si demain on veut être en capacité de
concevoir des projets. Et je rebondis sur ce que disait Jean Launay précédemment, mais on voit aujourd'hui sur des territoires les structures GEMAPIennes qui se saisissent des PTGE pour en être le porteur. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles seront maîtres d'ouvrage de l'ensemble des actions qui en découlent, mais elles sont au moins porteurs de la réflexion, de la vision stratégique sur le territoire. Et donc, c'est effectivement à ces structures, avec cette gouvernance-là, qu'on pourra concevoir des projets, et bien évidemment les projets qu'ils portent sur la restauration de la qualité des milieux, sur la lutte contre les inondations, sur la question de l'accès et du partage à l'eau, ne sont pas incompatibles, et cette vision territoriale doit permettre d'intégrer les enjeux tout au long de l'année dans l'espace et dans le temps. Donc on a là effectivement des outils qui sont en train de se structurer, qui sont accompagnés notamment financièrement par l'État pour mener à bien cette structuration, et qui demain seront en capacité de conduire les diagnostics et de proposer les stratégies pour répondre aux différents enjeux qui sont cités. Oui, et là, moi, pour apporter un complément, enfin, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, et c'était un sujet qui avait été abordé par le ministre de l'Agriculture lors du lancement, de gérer sur l'ensemble d'un cycle la question de l'eau, avec des crues quand même qui sont parfois assez fortes. L'agriculture est parfois aussi interpellée ou mise à contribution justement pour avoir des zones d'expansion de crues, pour limiter les impacts et les dégâts sur les populations et sur les biens. Donc, il faut qu'on puisse gérer ça de manière globale, avoir parfois peut-être un peu de stockage qui puisse être restitué à la fois pour le milieu, mais aussi profiter pour les activités économiques, dont l'agriculture, quand on a ces épisodes peut-être de crues, en sachant que là, les volumes d'eau prélevés sont très faibles au regard des volumes de crues parfois. Donc ça me semble être important. Il y a aussi la question parfois des eaux de drainage. Est-ce que les eaux de drainage ne peuvent pas être stockées justement pour être réutilisées par la suite? Enfin, je crois qu'il y a beaucoup, c'est la question des gisements justement, hein, où sont les gisements et comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés? Merci, Monsieur Servan. On prend une autre question d'un spectateur anonyme qui nous dit que le bilan import-export des céréales irriguées ou conduites en sec sera-t-il présenté lors d'un groupe de travail dans l'objectif de souveraineté alimentaire? Un dispositif de financement de changement de culture est-il envisagé? Abandon de cultures irriguées à vocation d'export plus rentable économiquement vers des cultures aux besoins en eau et au rendement économique éventuellement plus faible, dont la production nationale n'est pas suffisante. Monsieur Servan, peut-être? Oui, alors c'est tout l'équilibre à trouver, mais c'est vrai qu'on parle, on parle de l'irrigation qui pourrait servir à l'exportation, et en fait, non, enfin, les cultures qu'on irrigue sont plutôt celles que l'on importe, tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est protéines, élevage, la question du maïs. L'Europe importe de plus en plus de maïs, et la France, si on en exporte, c'est dans les pays en tout cas très, très proches, mais il n'y a pas d'exportation aux pays tiers. Et donc, c'est l'ensemble de l'équilibre à trouver, mais il faut voir aussi vers où on va. Il ne faut pas qu'on laisse accentuer un déficit quand même en eau, alors ce qu'on appelle eau virtuelle, mais au travers de la partie alimentaire et la partie agricole. Et donc, il faut qu'on intègre tout ça. Tout à l'heure était abordée la question du carbone, mais là, je crois qu'il y a aussi la question de l'eau. Et puis, de toute façon, il faut aller vers une efficience, mais ça a été dit, hein, ce n'est pas toujours utiliser plus d'eau, ce n'est pas ça l'objectif, c'est aussi rendre l'utilisation de l'eau efficiente, et qui doivent répondre à l'ensemble des objectifs, à la fois du milieu, mais objectifs économiques, objectifs de carbone. Voilà, enfin, beaucoup de questions qui se posent, mais qui doivent être quand même intégrées dans le débat. Merci, Monsieur Servan. Peut-être une dernière question de Monsieur Jean Bertrand de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Bonjour, nous avons besoin de PTGE ouvrant la discussion au territoire, à l'environnement au sens large, à l'agriculture. En Rhône-Méditerranée-Corse, les PGRE, donc les plans de gestion de la ressource en eau, sont des outils d'atteinte du bon état quantitatif. Le territoire nécessite que l'on se dote d'outils plus complets et prenant en compte le territoire, l'environnement au sens large et l'agriculture. Comment ces démarches PTGE seront-elles financées? Au niveau de l'État, quels seront les pilotes? Madame Quantic, peut-être. Effectivement, les PGRE sont des outils qui sont centrés sur la question de l'atteinte du bon état, hein, qui est une première étape. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer atteinte du bon état et
atteinte du bon état quantitatif d'un côté, et de l'autre côté, la question de la mobilisation de ressources en eau éventuellement complémentaires dans le respect du bon état, bien sûr, mais complémentaires pour accompagner les besoins du territoire. Donc, c'est à ça que s'intéressent les PTGE, hein, qui vont au-delà de la simple question du bon état, même si c'est une condition nécessaire à la conduite de projets qui sont viables. Donc, les travaux sont en cours. Les agences de l'eau aujourd'hui se mobilisent, hein, sur la question du financement de ces projets, mais je crois que ça a été dit, on est sur des projets qui répondent aux besoins d'adaptation de nos territoires. Donc, la mobilisation des collectivités territoriales, la mobilisation de l'ensemble des acteurs, à la fois pour financer la conception du projet, mais demain, financer la mise en œuvre est important. Je rebondis sur ce qu'a dit Sébastien Treillère tout à l'heure. On a besoin aussi de réfléchir l'innovation en termes de financement. La question du financement de l'adaptation au changement climatique, elle est centrale pour notre économie. Donc, on a aussi besoin de réfléchir à ces questions-là, à la fois ne pas économiser nos moyens pour concevoir des projets les plus intelligents, les plus performants possibles, et demain, avoir les moyens de leur mise en œuvre. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir faire les analyses socio-économiques pour vérifier de la rentabilité économique à moyen et long terme des investissements que l'on veut faire aujourd'hui. Et ça, c'est des questions aussi sur lesquelles on a besoin de développer des outils et des méthodes pour être en capacité de projeter des investissements qui seront les plus pertinents possibles pour répondre aux enjeux de demain. Et comme on est dans un système où les choses évoluent assez rapidement, et quand je dis les choses, c'est à la fois la donnée climatique, même si on a des données qui sont de plus en plus solides, les choses sont quand même incertaines en la matière, et sur les questions économiques, on a aussi des incertitudes. Donc, on parlait d'un GT3 du Varenne qui va se projeter à horizon 2050, mais il y a quand même un champ d'incertitude à horizon 2050 qu'il faudra prendre en compte. Et Luc Servan parlait tout à l'heure de mesures sans regret. Je crois qu'il faut vraiment commencer par ces mesures sans regret aujourd'hui. Et la question de l'économie d'eau, de la résilience, est bien évidemment un élément dont on se dit que, quels que soient les scénarios à venir, on aura eu raison d'investir sur ces dimensions-là. Merci beaucoup, Madame Quantic. On arrive, il est 10h52. Rapidement, on a eu plusieurs questions, Monsieur Launay, Monsieur Servan, sur des participants qui se demandent comment avoir accès au questionnaire dont vous parliez tout à l'heure, qui sera envoyé aux organismes qui souhaitent contribuer au Varenne. Est-ce que vous pourriez leur apporter une petite précision, s'il vous plaît? Alors oui, les questionnaires que nous avons établis avec l'aide technique de notre rapporteur, M. Haïfa Soro, vont d'abord être envoyés aux membres des groupes de travail restreints, au groupe de travail qu'on dénomme groupe de travail cœur. Mais je le répète, tous ceux qui veulent contribuer peuvent se manifester auprès de nous. Ils seront intégrés dans le cadre des groupes de travail dits élargis et nous leur transmettrons à ce moment-là, dès qu'ils se sont manifestés, les questionnaires pour qu'ils puissent aussi faire valoir leur contribution. Merci, Monsieur Launay. Écoutez, je suis désolée de ne pas avoir pu transmettre toutes vos questions, messieurs, dames, à nos intervenants. Je vais quand même laisser le mot de la fin à Monsieur Thierry Burlot, donc le président du CFE, avant de conclure rapidement moi-même sur ce webinaire. Thierry, je te laisse la parole. Peut-être me permettrez-vous, en m'excusant auprès de Thierry, d'ajouter pour conclure que un des mots-clés du processus, c'est le changement climatique. Donc, on aura à mêler les réponses en termes d'adaptation et d'atténuation. On ne peut pas dissocier les deux. Rajouter qu'on ne part pas de rien. Je l'ai dit en commençant, les assises de l'eau ont eu lieu. La ministre avait demandé au Comité national de l'eau que je préside d'en assurer le suivi.
Il y a un groupe de travail dédié sur les PTGE dont le travail sera, dont les contributions seront intégrées, bien entendu, au début du processus que nous menons. Et je voudrais insister sur un travail conjoint qui a été mené, on ne l'a pas mentionné, par le CGAER et le CGEDD, dont les conclusions ont été rendues publiques en décembre 2020, donc qui a déjà mis des représentants importants des corps d'inspection en ligne sur le sujet. Je crois qu'avec la méthode BICH, je pense qu'on a là 2 piliers pour bien amorcer ce processus qui est devant nous. Excuse-moi, Thierry. Ah non, 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 très bien, Jean. Très bien, Jean. Bah, écoutez, moi, il convient d'abord de vous remercier les uns les autres de vos contributions, de vos participations. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que plus que jamais, ces questions de l'eau sont au centre des questions de développement économique, d'aménagement du territoire, de santé des populations, de qualité de la biodiversité dans nos territoires. Bref, l'eau est vraiment un indicateur de notre manière de vivre, j'ai envie de dire. Et plus que jamais, l'eau doit faire l'objet de partage, de solidarité. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que nos territoires, parce que bon, on voit bien qu'on a une belle expertise au niveau national, et la France est encore dans ce domaine un leader, peut-être dans le monde, mais on doit se réapproprier ces sujets dans nos territoires. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et j'ai envie de dire que tout est dans tout. Et commencer par bien gérer la ressource, l'économiser, la protéger, la préserver. Autant de choses qui nous éviteront demain des catastrophes. Jean a raison de parler de l'impact du changement climatique. C'est un sujet de tous les jours. Les sécheresses vont suivre des périodes d'inondation, de crues intenses. Et c'est vrai que l'hydrologie de nos rivières va évoluer. Et ça ne sera pas sans conséquence. Et il ne faudrait pas qu'on oublie que, avant tout, l'argent bien placé, c'est celui qui est mis à préserver, à bien gérer notre ressource, à bien gérer ce bien commun. Maintenant, moi, je pense qu'il faudra trouver des solutions, notamment pour nos agriculteurs, mais pas que. Moi, j'ai la chance de présider le comité de bassin Loire-Bretagne. Quand je vois les sujets aujourd'hui qu'on a autour de la question énergétique, et notamment des centrales nucléaires sur la Loire, on a de beaux sujets devant nous. Mais encore une fois, les solutions, on les trouvera ensemble, collectivement, et surtout en ayant la capacité de se parler, de se comprendre. Et moi, ce que je note, c'est que lorsque le débat n'est pas en place dans les territoires, ça devient un vrai sujet de crispation, de tension, voire d'opposition sur des modèles, sur des stratégies. Et là, c'est parfois difficile ensuite de trouver les bonnes solutions. Donc moi, ce que je souhaite, mes chers collègues, c'est qu'on puisse progresser collectivement sur ces sujets, être en capacité d'en parler dans la plus grande transparence, avec des conséquences qui ne vont pas être minces, encore une fois, mais je crois beaucoup à l'appropriation de ces sujets par les territoires. On a parlé tout à l'heure des comités de bassin. Allez, moi, je préside celui de Loire-Bretagne, il est énorme. Et les problèmes du Massif central ne sont pas ceux de la Bretagne et encore moins ceux de la Vendée. Donc, je pense qu'il est nécessaire que l'on reprenne cette question ensemble au plus près, qu'on soit capable de porter des projets territoriaux et en prenant en compte l'ensemble des données, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales, pour essayer de trouver les meilleures solutions, sachant qu'il n'y aura pas de solution idéale. Hein. Il n'y aura pas de solution idéale. En tout cas, vous pouvez compter sur mon cher Jean et mon cher Luc. Vous pouvez compter sur le CFE pour vous accompagner dans vos réflexions si vous le souhaitez
Et encore une fois, merci de votre participation. Merci Thierry, merci effectivement à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Servan a dû s'absenter parce qu'il avait une autre contrainte à 11 h. Monsieur Launay aussi, ça va être votre cas, donc je termine rapidement. Je vous remercie à tous en tout cas d'avoir participé à cette webconférence. La conférence sera diffusée en replay sur notre site, ainsi que tous les documents dont nous avons parlé. J'en profite justement pour vous indiquer les prochains événements du Cercle français de l'eau. Dans le cadre de notre Assemblée générale, le 16 septembre de cette année, après-midi, nous aurons une conférence débat sur le sujet de l'eau en tant que bien commun et sur la place du secteur privé et de la société civile dans une gestion de l'eau partagée et résiliente. Et nous organisons également notre colloque annuel à la Maison de la Chimie le 30 novembre matin, sur un sujet qui sera plus européen, qui liera le Green Deal, la loi européenne sur le climat et la PAC, et qui se demandera quelle est la place de l'eau dans ces projets européens. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci encore d'avoir suivi ce webinaire et au plaisir de vous rencontrer prochainement. Je vous remercie beaucoup. Très bonne journée. Merci Florence. Merci, au revoir. Au revoir les amis. Salut Jean.